Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Merci Maud Koffler. Et effectivement, nous allons parler de quoi ? Eh bien, nous allons parler d'identité. D'identité, mais quelle identité ? Driss Ghali, bonjour. Bonjour. Alors, Driss Ghali, vous nous parlez en direct de Sao Paulo. Vous êtes au Brésil. Nous sommes en France. Vous êtes marocain, français, brésilien, musulman, citoyen du monde et citoyen de Racine. Et puis là, alors j'étais étonné au départ parce que je me dis, tiens, Driss Ghali nous envoie, et on le reçoit toujours avec plaisir, Français, ouvrez les yeux, vous avez fait plusieurs livres, effectivement, où vous démolissez un certain nombre de, je dirais, vous savez, c'est un hippie américain qui dit, c'est avec les vaches sacrées qu'on fait les meilleurs steaks au poivre. Et vous avez la culture effectivement, et la culture bien prononcée, je ne dirais pas démolir les vaches sacrées, mais enfin dire un peu leur fête. Et puis là, alors c'est très intéressant, vous avez fait un livre extrêmement personnel, d'abord sur vous-même, et vous ne vous épargnez pas, ce qui est pas évident. Vous parlez de votre enfance, vous parlez de cette double ou triple identité que vous avez, vous parlez des religions, et on a l'impression, et je voudrais savoir pourquoi, soudainement, vous êtes dit, je ne vais pas parler du monde qui m'entoure, je vais parler de moi, mais évidemment, n'oublions jamais la phrase d'André Gide, c'est par le particulier qu'on atteint au général. Donc, vous êtes retourné sur vous-même, vous avez fait un voyage à l'intérieur de vous-même, mais en même temps, évidemment, vous parlez du monde, puisque vous vous adressez à votre lecteur en le tutoyant. Alors, c'est quoi cette identité d'abord ? Et je rappelle quand même votre sous-titre, le sous-titre de votre livre, qui vient de paraître aux éditions de l'Artilleur, « Lettre ouverte d'un immigré aux Français qui ne veulent pas disparaître ». Alors, de quoi s'agit-il ? Driss Ghali. Merci André, je salue tous vos auditeurs. Effectivement, je vais être très, très sincère comme dans ce livre. Hein. J'en ai marre de perdre des batailles. J'en ai marre de perdre les batailles idéologiques. Ouais. J'en ai marre d'être sauvé par Elon Musk ou par Trump, c'est-à-dire des étrangers, des puissants qui, pour notre grand bonheur, mais c'est juste une coïncidence, nous rétablissent la liberté d'expression sur Twitter, provoque la conversion soudaine et enchantée de Zuckerberg. Miraculeuse. Ouais. Miraculeuse. Voilà. Moi, j'aimerais bien gagner des batailles et ne pas dépendre du bon vouloir de Musk. Si demain, Musk veut nous mettre des puces dans la tête, qu'est-ce qu'on va faire ? On va encore... vous voyez ce que je veux dire ? Et nous perdons systématiquement toutes les batailles parce que nous croyons trop dans l'idéologie. Nous faisons trop confiance aux idéologies, de droite comme de gauche. D'ailleurs, ce n'est pas un bouquin de droite, c'est un bouquin un bouquin humaniste qui s'adresse aux êtres humains. Ni de droite ni de gauche. Les idéologies nous enivrent et nous font croire qu'on va changer le monde en votant Zemmour, Le Pen, Mélenchon. C'est faux. Et les hommes politiques, ils sont impuissants. Il n'y a pas d'homme providentiel, sauf si demain il y a un cataclysme et puis un d'entre nous sera l'homme providentiel. Moi, je veux prendre le taureau par les cornes. Pour le changement qu'il y ait lieu, il faut que nous changions nous-mêmes et que nous réussissions nos propres vies. Parce que il ne sert à rien de défendre des causes si notre propre cause personnelle est perdue. Je connais beaucoup de souverains qui ne sont pas souverains. Ils veulent la souveraineté de la France, mais ils sont sous l'influence de leur inconscient, de pulsions qu'ils ne connaissent même pas. On va pas sauver la planète si on se sauve pas soi-même. Et donc, je fais un retour sur moi-même dans une tradition bien française, de rousseauiste. Bien sûr, Rousseau est à sa place, moi je suis à la mienne. Une espèce de confession, de mise à nu pour essayer de me connecter au lecteur français, qui peut être d'ailleurs autre, y a pas, mais je pense à mes amis français et je leur parle comme je parlerais à mon frère. Je me suis dit, j'ai devant moi mon frère ou ma sœur et je lui donne des conseils pour la vie. Mais quand vous parlez à votre fils, vous lui parlez pour être utile. Ouais. Vous ne faites pas une citation pour la Sorbonne. Vous lui dites les choses telles qu'elles sont pour qu'il réussisse. Donc voilà. Donc c'est une espèce c'est un livre. Moi, je pense qu'il est assez unique parce que nous avons une tradition française. Nous parlons d'identité. Nous sommes un peuple d'idées. Un peuple on nous apprend à l'école à faire des thèses pour entrer à Sciences Po ou à Normal Sup. Moi je dis, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on parle aux gens. Il faut qu'on se connecte à eux parce que
Il y a aujourd'hui une guerre qui est menée contre nous tous. Il y a une prise de pouvoir qui est faite, ni au nom de la droite, ni au nom de la gauche. Notre vie s'effondre, notre pays, notre société, notre art de vivre, notre douceur s'effondre, non pas à cause de Mélenchon ou de Sandrine Rousseau ou de Macron, même s'ils sont... ils ont leur... Il y a quand même des responsables, ça se fait pas comme ça, c'est pas des... Hein non, bien parce sûr, que bien sûr. Oui, allez-y. Allez-y. Oui, je voulais vous dire, parce que moi j'ai lu votre livre, et votre livre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vrai, c'est la sincérité et le fait que, encore une fois, je l'ai dit, vous ne vous épargnez pas. C'est un livre très intéressant de ce point de vue. Vous parlez effectivement de votre enfance, du Maroc, vous parlez de la France, vous parlez des études que vous avez faites. Vous dites que voilà, vous venez d'une famille bourgeoise, que vous n'êtes pas du tout, vous n'étiez pas sous les ponts, et vous le dites, et vous reparlez des privilèges que vous avez eus, mais aussi effectivement des difficultés. Vous parlez de difficultés intimes, vous parlez de vos échecs, comme tout le monde, vous avez eu des râteaux, comme on dit, vous avez pris des râteaux, mais en même temps, voilà, vous en êtes sorti, et vous racontez. D'ailleurs, vous parlez de l'intime, vous parlez de la sexualité, vous parlez du privé, vous parlez de l'amour. Vous abordez justement des domaines que vous n'aviez pas, en tout cas en tant qu'écrivain, en tant qu'essayiste, abordés jusqu'à présent. Mais moi, la question que je voulais vous poser, d'abord, Driss Ghali, c'est que, est-ce que ça s'adresse pas, parce que je pourrais vous dire, oui, d'accord, c'est très bien, Driss, mais vous dites, voilà, il faut creuser, il faut lire, il faut enquêter, etc., etc. Mais si on n'a pas les moyens, si on n'a pas eu les études, ou les parents, ou les conditions, pour pouvoir faire les études qu'on devrait faire, pour pouvoir, en famille, avoir des gens qui, quand même, vous transmettent un certain nombre de savoirs, qu'est-ce qu'on fait ? Et vous dites, effectivement, vous n'avez qu'à en prendre à vous-même. Et de ce point de vue, vous avez raison. Mais en même temps, justement, il y a des gens qui vous disent, oui, d'accord, mais Driss Ghali, vous avez eu, effectivement, vous en êtes bien sorti, grâce à vous, bien sûr, mais grâce à l'environnement. Vous dites quoi à ces gens ? Comment les responsabiliser, vraiment ? Moi, je pense qu'il faut revenir à notre identité française. D'ailleurs, je parle de l'identité brésilienne, marocaine et autres. Oui. Mais revenons à l'identité française. Nous avons une figure de l'honnête homme. Nous avons un idéal. Un idéal, il est inatteignable. Mais c'est une boussole. Nous avons dans la culture française un idéal très français, qui est celui de l'honnête homme, c'est-à-dire la volonté d'être autonome, d'être indépendant, de s'informer par soi-même. Aujourd'hui, nous avons Internet, qui, malgré tous ses défauts, est un instrument extraordinaire de démocratisation du savoir. Vous n'avez pas besoin de faire de grandes écoles, ni des classes prépa, ni de naître dans une famille structurée pour accéder à Internet. Aujourd'hui, vous avez des paysans du Moyen Atlas ou de l'Amazonie, à peine... On n'a même plus besoin aujourd'hui de savoir lire et écrire, parce qu'avec les audios, les livres audio, on peut aujourd'hui entendre des choses. C'est une révolution qui a lieu. Et je dis aux gens, arrêtons de subir l'époque et d'attendre un sauveur. De droite, de gauche, mondialiste, pas mondialiste. Prenons-nous en main. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour reprendre la puissance ? Parce que la puissance, être puissant, c'est notre responsabilité. Nous avons trop valorisé la fragilité, la vulnérabilité. Je vois pourquoi on a fait ça. C'est un symbole de civilisation. Mais là, nous vivons des heures sombres, réellement des heures sombres, où nous avons un rendez-vous avec la violence, avec le déclassement de notre pays. Vous avez vu ce qui se passe dans les rues en France, vous avez vu ce qui est devenu le monde. On peut plus, il faut redevenir puissant. Et la puissance, c'est une question individuelle. Moi, je dis, c'est comme dans la musculation, si vous ne voulez pas vous prendre en main et faire l'effort, souffrir un petit peu, aller à la salle de sport de temps en temps, vous n'allez pas devenir. Et l'idée, c'est pas de devenir Montaigne ou Rousseau. L'idée, c'est juste à chacun à son niveau de retrouver la confiance en soi. Parce qu'on nous a tellement habitués à penser à notre place, les grands politiciens, l'État, les médias, que l'on a perdu l'autonomie. Or, l'identité française, c'est l'honnête homme, au sens de Montaigne, un homme généraliste, qui s'informe lui-même, qui sait se défendre, qui a une spiritualité et qui n'est surtout pas le robot des réseaux sociaux ou le robot de l'algorithme que le système veut faire émerger. Alors justement, de ce point de vue, Driss Ghali, je vois, vous dites au fond, écoutez, il n'y a pas de sauveur suprême, il n'y a pas ce que dit, il n'y a pas, il y a les tribuns et compagnie, mais vous devez vous prendre en charge. D'accord, mais au fond, est-ce que votre idée, parce que en parlant de vous, parce que parlons un peu de vous, puisque c'est quand même le sujet du livre et c'est important.
Pourquoi avez-vous éprouvé le besoin de retourner sur vous-même, vos échecs, vos histoires? Et encore une fois, c'est très intéressant parce que vous parlez avec une très belle franchise, quoi, parce que c'est pas évident, hein, sur vos échecs amoureux ou sentimentaux, mais en même temps vos réussites, en même temps vous parlez du Brésil, vous parlez de cette mentalité, c'est très intéressant parce qu'en fait c'est un livre non pas trilingue, mais c'est un livre multipolaire où vous parlez du Brésil C'est vrai. avec la civilisation brésilienne, avec ce que c'est que le Brésil, vous parlez du Maroc, qu'est-ce que ça m'apporte le Maroc, et vous parlez de la France effectivement. Et je crois que moi j'aimerais qu'on reste sur les trois, mais surtout pour savoir au fond comment, effectivement, les gens, aujourd'hui, et vous le savez, ne parlent que de leurs droits, la plupart, et oublient leurs devoirs. Comment dire aux gens, et de façon sans leur fait professorale ou tout ça, attendez, vous avez des droits, mais vous avez des devoirs. Et vous en parlez très bien, vous. C'est quoi, effectivement, de faire conscience et d'intégrer, d'intérioriser pour chacun d'entre nous les droits, mais aussi les devoirs, et peut-être surtout les devoirs? Bah, alors, je parle de moi pour deux raisons. D'abord, pour me connecter au lecteur, parce que nous nous connectons à des individus, à des biographies. Nous ne nous connectons pas forcément à des idéologies, voilà, Marx, Hegel, voilà, George Soros, Trump, tout ça c'est bien, j'ai bien Trump. Mais je ne suis pas Trump. Je suis beaucoup plus fragile, beaucoup plus nuancé. Et la population générale, elle est plutôt comme moi. C'est-à-dire, nous avons tous des misères et des splendeurs. Donc, je transmets. Moi, je suis un survivant. J'ai survécu à une dépression très profonde et j'y ai survécu Qui a duré tout seul. longtemps. Qui a duré longtemps. Qui a duré longtemps. Ouais. Qui a duré longtemps. Et où j'ai dû complètement me réinventer, me reprogrammer. Et cette dépression m'a sauvé. Parce que j'allais être un journaliste de France Inter de plus. Ou de Libération de plus. Bravo, vous avez sûr de moi-même. Ouais. Voilà, mais j'ai appris à aimer le malheur. Dans le livre, je dis que le bonheur rend bête. Et je dis que le malheur, à dose homéopathique bien contrôlée, peut vous obliger à vous transformer. Moi, j'ai vous fait mettre une en question, c'est ça. Vous êtes mis en question. remettre en question. Ouais. Bien sûr, parce que j'avais tout raté. Et c'est l'échec. C'est l'échec plus ou moins total qui vous oblige à vous remettre en question. Moi, je les vois, ces électeurs. Moi, j'en ai beaucoup parmi mes amis qui votent Bloc Central, Thierry Breton, Macron. Bah, tout va bien, le frigo est plein, les salaires sont élevés. Il leur faut un bon coup de marteau sur la tête, au sens figuré, pour qu'ils comprennent ce que nous avons compris. Nous, les dissidents, les malpensants, les gens qui sont censurés, etc. Donc moi, je veux me connecter aux gens parce que je pense qu'il y a un manque aujourd'hui. On ne se connecte pas assez aux gens. Il faut parler aux gens, même ceux qui n'ont pas bac+5. Moi, je veux me connecter aux Français. Je ne veux pas me connecter forcément, même si je les aime beaucoup, à ceux qui ont bac+10. Ceux-là, ils ont compris. Mais ce n'est pas ceux-là qui vont sauver le pays. Et on va sauver le pays en obligeant les gens à redevenir libres et puissants. Et ma grande découverte, quand je me suis cassé, j'ai cassé mes murs à l'intérieur et j'ai trouvé qu'il y avait un trésor qui était mon identité. Mon identité, c'est-à-dire, j'ai des forces en moi et j'ai des faiblesses. Et chaque Français, chaque être humain a une identité. Alors, non, c'est pas démocratique. On va en parler tout de suite, Driss Ghali, de l'identité qui est au cœur, effectivement, de votre livre. D'ailleurs, il s'appelle L'identité d'abord. Après cette petite pause, on retrouve Driss Ghali et on va aller au fond des choses avec lui. N'hésitez pas, chers auditeurs, à réagir aussi par téléphone au 0826 300 300. Absolument, avec Driss Ghali, l'identité d'abord. Et justement, Driss Ghali, on va justement prendre le temps de parler de cette identité. Parce que l'identité, encore une fois, un mot valise qu'on utilise à toutes les sauces. D'ailleurs, il y a beaucoup de mots valises qu'on utilise à toutes les sauces. Que veut dire? Alors, il y a les identitaires d'un côté, les identités de l'autre. Et c'est intéressant en vous, parce que vous êtes pluri-identitaire. Mais écoutez, vous êtes musulman, marocain, français, brésilien, mais avec effectivement, c'est pas de l'écume, c'est pas en surface, c'est que vous connaissez ces cultures. Et ce qui est intéressant dans votre livre, vous dites, je suis retourné aussi, votre femme, par exemple, qui n'est pas, elle, musulmane, m'a ramené à la religion, m'a ramené à la spiritualité, etc. Je voudrais que vous définissiez tout ça. Comment vous avez, après, justement, être passé par énormément de phases, comment vous êtes retourné à ce que vous considérez comme les fondements de votre identité? Je pense que notre époque fait l'impasse sur quelque chose qui est très important, sur un droit de l'homme, un des droits de l'homme les plus fondamentaux, essentiels, c'est l'identité. Qui je suis? Qui suis-je?
Cette question, on ne se la pose pas, surtout pas à l'école où on nous apprend des choses complètement inutiles. On nous gave de maths, on nous gave de choses compliquées, de maths physiques. Enfin, il faut faire des maths physiques, mais pas c'est seulement. pas mal les maths quand même, non, Driss? C'est bien, mais nous formons des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ouais. Ils ne savent même vocation. Donc Ils vous avez savent des pas gens qui qui ils sont, ils savent pas ce qu'ils veulent. C'est ça. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Ça donne les burn-out, ça donne les gens qui démissionnent sans démissionner, qui travaillent, qui font le minimum vital. On Ouais. les voit non seulement en fonction publique, mais dans les entreprises privées. Pour en parler à la baisse, pour en parler aux patrons du privé, la baisse de la performance, les gens qui veulent faire que du remote office, ne veulent plus revenir au bureau, c'est un drame. Ouais. Vous avez des gens qui ne savent même plus s'ils sont français. On leur a mis dans la tête qu'ils sont citoyens du monde. C'est une blague. Il n'existe pas de citoyens du monde. Nous sommes toujours de quelque part. Bien sûr. Ça n'empêche pas que nous soyons ouverts sur le monde. J'estime humblement être ouvert sur le monde, mais d'être de quelque part. Moi, et ce n'est pas démocratique. L'identité, ce n'est pas démocratique. L'identité, ça, c'est ce qui coule dans notre sang. C'est ce qui vient de notre inconscient collectif. Le mien, c'est un inconscient collectif d'Arabes de l'Afrique du Nord, mélangé de Berbères. Même si je parle le portugais toute la journée, je suis marié avec une catholique de famille d'origine juive allemande, je resterai toujours ça. Et c'est pas grave. Je joue. Et ce que je dis, l'identité, il faut l'avoir sous ses yeux, la maîtriser, la surveiller, parce qu'elle peut être dangereuse, et surtout s'en emparer et la faire bosser pour vous. Nous avons oublié l'identité française. L'identité française, c'est quoi? C'est plein de choses. Mais c'est notamment la force, la puissance. La France est une grande nation. Ce n'est pas, je vais encore me faire des plein d'amis, ce n'est pas la Belgique. Ce n'est pas la Suisse, ce n'est pas la Bulgarie. La France a une vocation universaliste et de puissance. Ce n'est pas un pays qui fait pour mourir dans l'Europe. La France est un pays du travail. Depuis quand nous sommes devenus le pays de l'assistanat? Depuis que nous avons fait oublier aux Français leur identité. C'est le pays du travail. Ce pays a été fait les mains nues. Les mines de l'île ont été creusées presque les mains nues par des Français. Ouais. C'est le pays de l'industrie. Depuis quand nous sommes devenus le pays des call centers? Mais depuis quand? Nous sommes un pays. Nous avons inventé l'aviation, le cinéma et la voiture, l'automobile. Rien que ça, s'il vous plaît. Donc, quand je parle d'identité... C'est déjà pas mal. Comment avons-nous pu oublier ça? Nous sommes le pays de l'égalité. Or, nous n'avons plus d'égalité à chaque coin de rue en France. Vous avez un voyou qui réduit l'égalité. Oui, alors comment avons-nous pu oublier ça? C'est très important parce que vous dites effectivement perte de repères, perte d'identité, perte de savoir qui on est, et du coup, on n'a plus envie de rien faire parce qu'on se dit, bah oui, mais pourquoi faire? Allez, on en fait le moins possible, on essaie de gagner le mieux possible, et puis allez, passons entre les gouttes. Il y a eu plusieurs phénomènes. D'abord, je vous répondrai en deux parties. D'abord, nous n'avons plus accès à notre inconscient. L'inconscient de l'individu, c'est les rêves. Moi, je rêve en portugais, j'insulte en arabe et je réfléchis en français. Pas mal. Mais je rêve toujours bonne répartition. Je rêve toujours des... D'ailleurs, ma femme ne comprend pas quand je l'insulte. Quand je me dis en arabe, ça ne comprend rien. Mais elle commence... Je vous raconterai d'ailleurs dans un autre livre. Et je parle de ça pas pour m'exposer, mais c'est pour me connecter aux gens. Parce que les grandes idées, c'est bien même. J'ai dû traduire à ma femme des insultes que ma mère lui faisait en arabe marocain, et j'ai dû traduire à ma mère des insultes que ma femme lui faisait en portugais. Donc voilà, c'est ça la vraie vie. Donc l'inconscient, je sais que je commence à savoir qui je suis quand j'écoute mon inconscient. Mes réflexes devant la peur. Un Français réagit devant la peur différemment d'un Marocain ou d'un Nigérian ou d'un Russe. Pour le pays, nous avons oublié notre inconscient collectif. Depuis que le Français aujourd'hui passe devant Notre-Dame comme un Chinois passe devant Notre-Dame. Il ne sait plus décoder. On ne nous apprend plus à décoder notre architecture. On ne sait plus, on nous apprend plus à décoder notre musique. Notre musique, ce n'est pas le rap. J'adore le rap, mais ce n'est pas le rap. C'est une musique de tambour pour faire la guerre. C'est une musique de bataillon. Nous n'arrivons plus à décoder notre littérature. Pour ça que nous sommes oubliés. Et puis nous avons mis dans la tête des gens ce venin qui est celui de l'Européen, du citoyen du monde. Il n'y a pas d'Européen, il n'y a pas de citoyen du monde. Il n'y a que des Français. Et encore, on pourrait même zoomer sur les Corses, les Bretons. Il n'y a que des Catalans, il n'y a que des Basques, il n'y a que des Espagnols. Et tant mieux, c'est ça la diversité. Et c'est comme disait Aimé Césaire. C'est en me regardant mon nombril, en étant dans mon particularisme, que je suis universel. Moi, je ne veux pas rencontrer des citoyens du monde au Brésil, au Maroc, au Nigeria. Je veux voir des Nigérians. Vous voulez dire, vous ne voulez pas voir des clones qui se ressemblent tous? Vous ne voulez pas voir 7 milliards de clones sur Terre, quoi? Bien sûr que non.
Quand je vais en Arabie Saoudite, je veux voir des musulmans qui font la prière. Quand je vais en Russie, je veux voir des Russes, je veux pas voir des Chinois. Et, ça, c'est très important parce que c'est pas juste pour le droit au dépaysement, c'est parce que nous avons une responsabilité en nous-mêmes. Nous avons un message, une sorte de software que nous portons. Nous, malheureusement, à l'école et ailleurs, on nous apprend à l'ignorer. Ce qui fait que nous passons à côté de nos vies. À part certains génies ou certaines personnes qui découvrent leur vocation et ont une vie heureuse. Moi, je dis, ce livre est un manuel de combat contre le malheur. Je dis que il est possible de rechercher le bonheur individuel et se rendre utile à son pays quand on se réconcilie avec soi-même, quand on s'assume. Et nous sommes dans une époque identitaire. Qu'est-ce que c'est que le mouvement LGBT? C'est un coming out. Les gens assument leur identité. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui le Erdogan? C'est l'identité turque. Qu'est-ce que c'est que la Chine? L'Empire ottoman, oui. Oui, parce qu'on peut critiquer Erdogan, je n'irai pas boire une bière avec lui, ni lui avec moi, je présume, quoique, il ne faut jamais cracher sur le... On ne sait jamais. On fait la paix toujours avec ses ennemis. Avec mes amis, c'est bon, la paix est faite. Mais il a raison de réveiller l'identité turque. Finalement, prenons l'exemple turc. J'adore Atatürk, je l'adore. Mustafa Kemal Atatürk, oui. Grand bonhomme. Grand bonhomme. Juste un mot, pardon, Driss, mais c'est intéressant. Comment faire? On vous entend bien sur les identités, vous avez bien compris que vous n'allez pas en Russie pour rencontrer un Saoudien, vous n'allez pas en Arabie Saoudite pour rencontrer un Chinois. Mais comment faire pour éviter ce que Amin Maalouf appelait les identités fermées ou les identités meurtrières et avoir des identités justement, comme vous, comme beaucoup d'autres, et heureusement, ouvertes. C'est-à-dire, on est conscient de ce qu'on est, on doit apprendre ce qu'on est, on doit devenir ce qu'on est, disait un certain Nietzsche, mais tout en étant pas dans la fermeture et dans l'étroitesse, quoi. Je pense que le seul chemin, c'est le chemin de l'honnêteté. L'honnêteté avec soi-même, c'est-à-dire savoir qui l'on est. Ouais. Qui l'on est, ça veut dire savoir ses qualités, ses défauts. Une fois qu'on sait qui l'on est, déjà, on a moins l'ego. On a moins l'arrogance. On sait qu'on a des défauts. Moi, j'ai des défauts, j'ai des choses inavouables. Nous sommes tous comme ça. Une fois qu'on a compris ça, on ne voit plus dans l'autre le saint. Parce qu'aujourd'hui, en France, on voit dans l'étranger un autre Français qui parle arabe ou qui parle berbère ou peul ou... Non. Les Français sont des Français, les Marocains sont des Marocains. Chacun a ses zones d'ombre qui ne sont pas les vôtres. Un Marocain a des zones d'ombre qui ne sont pas celles d'un Français. Parce qu'il y a un processus de civilisation qui est différent. Une fois que je sais ça, déjà, je me méfie. Le sentiment de base chez l'être humain, c'est la méfiance. Je me méfie de l'étranger. Je me méfie de l'identité qui n'est pas la mienne. Je me méfie. La méfiance sauve la vie. Pourquoi on dit salam alaykoum en arabe? Que la paix soit sur vous et en tend la main. On montre que je n'ai pas le poignard. Oui, absolument. Et d'ailleurs, la main tendue montre que vous n'avez pas d'arme dans la main. Driss Ghali, on prend encore une petite pause juste pour respirer, se prendre peut-être un petit verre de bourra ou d'arak ou de ce qu'on veut. Et puis on se retrouve tout de suite après ceci. À tout de suite. Et nous sommes toujours avec Driss Ghali pour son livre « L'identité d'abord ». Effectivement, c'est pas mal de parler. C'est même plus que ça, c'est presque provocateur quelque part pour les âmes sensibles de parler d'identité. Et pourtant, il faut en parler. Mais alors, Driss Ghali, c'est vrai que vous mettez aussi en danger, c'est bien, et vous mettez, en tout cas, vous baissez la garde au bon sens du terme, c'est-à-dire que vous n'hésitez pas, et vous dites, je vais me faire des ennemis. Bon, des ennemis, n'exagérons pas, vous êtes sincères, mais enfin, des gens qui ne vont pas apprécier. Et par exemple, je lirai un paragraphe de votre livre. Alors là, je me dis, voilà, Driss Ghali, eh bien, vous savez ce qu'il défend, Driss Ghali? La frustration sexuelle. Écoutez ce qu'il dit. Le meilleur ami des arts est la frustration sexuelle. Elle ne doit pas être massive, brutale et bestiale, comme c'est le cas dans les pays arabes. Elle doit être légère et réversible, mais présente quand même. Elle doit être palpable, mais pas extrême, au point de transpercer les entrailles des hommes. Rien de mieux pour atteindre le sublime que la sublimation du désir sexuel. Tu vois les chefs-d'œuvre européens du temps où le
le vieux continent était encore digne d'admiration. Ils sont tous antérieurs à la libération sexuelle. Depuis 1968, nous n'avons bâti que des horreurs comme Beaubourg, les hypermarchés Carrefour et des milliers de ronds-points surmontés de cochons en pierre. Eh ben dis donc, vous n'y allez pas de main morte, là, les 68 ans, ils vont être contents. Dites-moi. De toute façon, ils doivent nous demander pardon, vu les dégâts qu'ils ont causés pour leurs propres enfants et petits-enfants. Vous voyez là, ce qui est devenu l'Occident. On en est à se faire tirer les oreilles par Erdogan, hein, et à se faire rançonner par Erdogan, à qui nous versons des milliards d'euros. Nous en sommes même à nous faire rançonner maintenant par les autorités syriennes, c'est-à-dire Al-Qaïda. Hein, Madame Ursula von der Leyen va faire un chèque bientôt à un gars qui est recherché par Interpol. Pour éviter, s'il vous plaît, monsieur Joulani, ne nous envoyez pas vos migrants clandestins, ne nous refaites pas un Bataclan. Hein. Les gars de 68, je les attends au tournant. Non, je vous remercie d'avoir pris ce passage parce que moi, je traite de thèmes sérieux, mais sans me prendre au sérieux. Parce que j'aime la France, j'aime l'être humain. Alors, et en plus, je ne brigue aucun mandat politique, donc j'ai toute ma liberté de penser et donc de me faire critiquer. Sur l'exploitation sexuelle, moi je le vis ici, nous sommes dans un pays, au Brésil, qui est le carnaval permanent. Le sexe fait partie de l'identité de ce pays. C'est pas seulement ça, mais on est en plein dedans. Et je vois que, j'ai lu Freud aussi, Freud le disait aussi, je vois que l'être humain est un être, il a besoin d'être provoqué par le bien. Le bien est très difficile. Il faut qu'on soit provoqué par le bien, il faut que nous ayons une énergie qui nous pousse vers le bien. Alors, provoqué par le bien, ça veut dire quoi, concrètement? Pousser à faire le bien, parce que le bien ne se fait, le bien n'a pas le dernier mot. Sinon, nous n'aurions pas besoin de police, nous n'aurions pas besoin de tribunaux. Celui qui a le dernier mot, c'est le mal. Parce que nous sommes fragiles. Comme ça, c'est depuis la Bible, Abel et Caïn, Adam, tout ça. C'est le bien moral et le bien esthétique, parce qu'il y a un lien entre ce qui est beau et ce qui est bien, ce qui est pur, ce qui est saint. Et notre tendance, c'est de ramper au niveau de la terre, au niveau de nos pulsions, au niveau de la facilité. Et quand on canalise un peu l'être humain, on le frustre un peu, pas comme dans les pays arabes ou les pays musulmans. Hein. Je ne veux pas revenir à l'inquisition, hein, aux ceintures de chasteté. Ça, c'est de la torture généralisée. Mais quand l'être humain, on le gêne un peu, on oriente une partie de son énergie vitale vers l'art. La France était un pays ultra puissant. Nous faisions trembler le monde quand nous étions coincés. Je m'excuse. Paris était la capitale du monde véritablement, la véritable ville lumière. Véritablement, pas aujourd'hui. Dans les années 1910-1920. Nous étions coincés. L'Occident, Léonard da Vinci, il a fait ce qu'il a fait entre autres, parce qu'il était empêché de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne serait pas en train de créer. Vous reprenez le mot de Camus, vous reprenez un mot de Camus, un homme, ça s'empêche. Un homme, ça s'empêche, et la douleur fait partie de notre condition humaine, et il faut être complètement... Il faut se tromper, c'est grec, croire que nous allons avoir une vie que de plaisir. Malheureusement, nous sommes ici aussi dans une tragédie. Alors, il ne faut pas, je dis que le malheur, il faut le prendre à dose homéopathique. Il ne faut pas exagérer comme les Arabes et musulmans. Vous voyez le pauvre peuple afghan, mais je pourrais dire la même chose du Maghreb ou de l'Arabie Saoudite. Où les hommes, il n'y a pas que les femmes les hommes sont torturés par une espèce de frustration terrible, sexuelle. On est en train de détruire notre jeunesse. Et c'est pour ça que nous avons le terrorisme et l'islamisme. Pour qu'un type, très sincèrement, qui a 20 ans aujourd'hui, renonce à l'odeur des femmes, au toucher des cheveux d'une femme, pour aller s'immerger dans le désert irakien avec des mecs qui ne parlent même pas l'arabe, sont des Tchétchènes, des Ouzbeks, et aller se faire exploser pour un abruti de chiites iraniens. J'adore les chiites, hein, je parle du régime des ayatollahs. Ou un abruti d'Al-Qaïda, de Daesh. Il faut que ce type soit désespéré. Le monde arabe et musulman, j'inclus dedans le Pakistan, je ne suis pas que sur les Arabes, fabrique, il détruit ses forces vives. Mais je dis que l'Occident, avec notre sexualisation à outrance, nous avons découragé l'être humain de donner ce qui est le meilleur. Parce que nous sommes faits pour lutter. Tout ce qui arrive facilement n'a plus de valeur. C'est pour ça peut-être que nos jeunes crachent sur l'Occident. Parce que finalement, quand à 15 ans, vous avez fait le tour de la question, vous vous dites, qu'est-ce qui va me rester à vivre? Au diable l'Occident, vive les BRICS, vive l'Afrique, au diable. Alors que l'Occident, on ne valorise que ce qui est difficile.
Bien sûr. Vous voulez dire donc oui, réinculquer le sens de l'effort, réinculquer cette espèce de sentiment qu'on on ne se pose qu'en s'opposant, quelque part, hein, le taquet, le mur. oui, les limites, mais pas des limites barbelées où on se déchire Je Bien dis, sûr. il faut retrouver la nature humaine. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes capables de programmer l'intelligence artificielle. Très bien. Hmm. Nous sommes capables de parler plusieurs langues. Mais nous ne parlons pas le langage de l'être humain, la nature humaine. L'être humain a des lois. Et parmi ces lois, ce que mon ami François Bert, qui a écrit un livre sur le discernement, il m'a appris, il faut une butoir, il faut un butoir, il faut des limites pour l'être humain, parce que sinon, nous dispersons, soit dans le fanatisme, soit dans les plaisirs, et nous ne faisons rien de bien. Nous sommes ici, nous avons une mission. Nous avons une mission à accomplir. Une mère peut élever ses enfants, c'est une mission. Un patron d'entreprise, un auteur, un journaliste comme vous, c'est informer. Mais nous avons besoin de rappels. C'est comme des vaccins. Sinon, notre nature, elle est fragile. Et ce n'est pas grave. Dieu nous a voulu comme ça. Oui, je comprends. C'est une espèce. Vous demandez des piqûres de rappel, effectivement, et des piqûres de rappel très forts. Mais alors, justement, vous parlez beaucoup. On va en parler peut-être après cette dernière petite pause. Beaucoup de choses à dire, Driss Ghali. C'est vrai qu'on pourrait passer des heures. En tout cas, vraiment, je conseille votre livre. Je le recommande parce que vous posez des questions. Et justement. Question à tout, c'est aussi important, plus important que réponse à tout. Après cette petite pause, on va parler du parti unique, peut-être. André Berkoff. Et nous sommes toujours avec Driss Ghali, l'identité d'abord, mais nous avons plusieurs personnes, Driss, qui nous appellent, notamment Jean-Marc de Narbonne. Bonjour Jean-Marc. Bonjour André, bonjour Monsieur Ghali. Bonjour. Merci pour il faut qu'on se rencontre, Monsieur Ghali, les gens comme vous, il faut qu'on se rencontre. Mais bien sûr que la vie est souffrance et la vie est tragique, alors autant qu'elle soit une belle tragédie. Ah, tout à fait. Parce que la souffrance, ça fait partie de la vie. Et aujourd'hui, on veut enlever ça, on veut faire autre chose. Mais non, la souffrance, vous avez souffert de dépression. Moi, j'ai souffert aussi de grave dépression. On m'a même fait 15 narcoses. Vous voyez ce que c'est? On m'a donné pour mort. J'ai ressuscité encore mieux qu'avant. Mais dans la vie, il faut être un combattant. Moi, quand j'ai un genou à terre, on essaye de m'assassiner. Je reviens encore plus fort. Alors, non, je suis pas. C'est parce que c'est ma nature. C'est parce que c'est ma nature, André. C'est parce que c'est ma nature. J'ai pas le choix. Je suis né comme ça, donc je m'en remets pas. Et je ne m'en remettrai jamais. Je veux dire, c'est ça. Mais bien sûr que la propre révolution, elle commence par soi-même. Mais bien sûr, le voisin du voisin, c'est soi, André, Monsieur Ghali, c'est soi. Je veux dire, on dit toujours les autres, on attend toujours des autres. Mais dans un monde où tous les gens seraient bienveillants, même si les gens vous insultent, au bout d'un moment, même un abruti, il va devenir un peu bienveillant. Tout à fait. Il y a un effet de contamination, tout à fait. Mais exactement. Par contre, dans ce monde aujourd'hui où on est agressé de toutes parts, on devient soi-même. Je veux dire, de temps en temps, même moi, je me dis, attends, mais pourquoi j'ai... Non, calme-toi. C'est pas parce que les gens sont agressifs qu'il faut que tu le devines. Je veux dire, et c'est vrai il faut faire attention de ne pas tomber dans ce piège-là. Donc la révolution, c'est soi-même. Je veux dire, continuons à écouter André. Monsieur Ghali, je vous connais de temps en temps. Il y a mes coordonnées, si vous voulez. Moi, j'aime bien. On les transmettra, Jean-Marc. On va les transmettre à Driss Ghali. On va les transmettre. J'ai pas habité au Brésil, mais j'ai habité au Venezuela, et ça fait du bien d'habiter dans des pays qui se dit, entre guillemets, des fausses démocraties, mais où la liberté de chacun, par contre, est beaucoup plus respectée qu'ici, et où il n'y a pas ces lois ridicules et tous ces interdits, et les gens vivent mieux. C'est pas la richesse, c'est pas le PIB d'un pays qui fait le bonheur. Bien au contraire, je veux dire. Driss Ghali, que répondez-vous? Vous êtes le frère auquel j'ai parlé quand j'ai fait ce livre. Le frère et la sœur. Et d'ailleurs, ce livre s'adresse aux Français, à l'humanité entière, sans aucune prétention de ma part. La souffrance fait partie de nous, elle ne nous résume pas. Et vous l'avez compris, je le dis juste pour les autres auditeurs, attention à la tragédie. Elle est magnifique, c'est une drogue. On peut la mort est charmante, hein, c'est la veuve noire. Attention, il ne faut pas trop pratiquer la tragédie, la dépression. Il faut essayer de s'en éloigner, mais d'en prendre apprendre des leçons. Il faut sortir des difficultés avec des leçons. La révolution commence par soi-même. On n'a rien inventé, le collègue de Narbonne et moi-même. Que font les religions?
Elle s'occupe de l'individu. Elle s'en fiche du régime politique. C'est bien après. Hein, Jésus n'était pas un homme politique, parce que c'était un homme sage. Il s'est occupé des cœurs et des esprits. La politique vient après. Constantin s'est converti après, parce qu'il était devant le fait accompli. Que voulons-nous faire aujourd'hui? Nous voulons changer, reconvertir Thierry Breton à l'amour de la France. J'exagère un peu, parce qu'il était mon patron dans une autre vie. Et c'est un grand monsieur. Malheureusement, il n'est pas fait pour ce qu'il fait aujourd'hui. C'est un technocrate. Ce n'est pas bon. Nous n'avons pas besoin. Nous avons besoin de prophètes aujourd'hui, de leaders, pas de technocrates. Mais bon. Mais bon, chacun a ses qualités, ses défauts. Driss, je voudrais qu'on revienne justement, parce que ça fait partie de... Driss Ghali, ça fait partie de... Qu'est-ce que vous appelez, parce que vous parlez souvent dans votre livre du parti unique. C'est quoi ce parti unique? Alors, c'est pas un parti politique, on l'a bien compris, mais c'est quoi? Bah oui, mon livre est un livre de développement personnel à portée politique. Et là, à la fin... Mais pas de coaching, vous n'êtes pas un coach. Non. Non, sinon je serais riche. Sinon je serais riche. Sinon je ne vivrais pas dans un pays du tiers-monde, je vivrais à Paris ou même à Genève, en euros et en francs suisses. Non, je paie le prix de mes convictions. Avec tout le respect que j'ai pour les coachs, il n'y a pas que des charlatans, attention. Non, bien sûr. Le parti unique, c'est l'alliance entre les entreprises, surtout les grandes entreprises, et le pouvoir. C'est-à-dire ce discours unique, totalitaire, dans le sens où il est partout. Hein? Vous prenez le bus ou le métro, on vous dit diversité, inclusion. Vous voyez un noir magnifique avec une blonde magnifique qui font des gosses. Vous arrivez en entreprise, on vous dit attention, mois des fiertés LGBT. Vous allez déjeuner au réfectoire d'entreprise, on vous dit attention, ici halal, ici vegan. Vous sortez, vous lisez votre journal, on vous dit attention au féminisme, les hommes sont toxiques, attention à être un homme est un péché, c'est dangereux. Et en fait, vous vous retrouvez enserré dans une espèce de bulle qui est le parti unique. Alors, elle est de gauche, de droite, c'est pas important. Non, mais vous dites c'est la doxa, le métaverse qui vous enferme dans des bulles, dans des grilles, dans des chaînes quand même si elles ne sont pas des chaînes de prison, mais quand même. Bien sûr. Mais c'est une prison très agréable. Et nous rebouclons sur la liberté sexuelle, très sincèrement. Nous vivons une époque merveilleuse. Moi, je peux ouvrir, si ma femme m'entend, elle me tue. Mais je peux ouvrir ici le téléphone. Je mets Tinder, je trouve une nana. De quoi se plaint le peuple? Et moi, je viens et je dis qu'il y a une dictature du parti unique. Mais le parti unique, les entreprises, Monsieur Breton, Monsieur Macron rigole, dit même Monsieur Rally ou quoi. Vous avez la liberté de trouver une femme. Vous savez ce que c'est que ça, le Tinder? Ou Tinder ou OnlyFans, hein, c'est une révolution anthropologique. Jamais l'homme, le mâle, n'a eu accès au sexe aussi facilement. Donc, c'est une prison dorée. C'est pour ça que nous n'arrivons pas à... Qui va faire la révolution contre le système politique et économique qui fait OnlyFans? Il faut vraiment être malade. Et nous avons besoin aujourd'hui de ces gens un peu timbrés pour dire ce que je dis. Attention. Oui, mais vous avez vu, Driss Ghali, que ça commence un peu partout, pas seulement aux États-Unis et ailleurs, que le wokisme commence à rencontrer des résistances pas négligeables. C'est la résistance de l'identité. L'identité, c'est la vérité qu'on ne peut pas... On peut s'enivrer, on peut être bourré pendant quelque temps, mais à un moment donné, la vérité, elle revient. Les Américains, ils sont en train de redécouvrir ce qu'ils sont. Un peuple de puissance, un peuple impérialiste. J'adore les États-Unis. Enfin, oui, j'adore les États-Unis. Mais ils ont quand même fait le génocide des Indiens. C'est un peuple qui a ce sont des impérialistes. Ils ont fait la doctrine Monroe. L'énergie. L'énergie. Voilà, c'est un peuple d'énergie. Et l'énergie, c'est le contraire du wokisme qui est une idéologie de la mort. On ne peut pas se mentir à soi-même et prospérer dans la vie. On ne peut pas créer la zizanie entre les hommes et les femmes et faire la puissance. Les Américains l'ont compris. Ils ont voté Trump. Donc, ce que j'appelle vraiment dans ce livre, c'est de dire le parti unique, c'est-à-dire les entreprises. Hein, et là, je suis assez novateur parce que l'état au fond, tout le monde a compris. Mais attention, vous voyez le ralliement de Zuckerberg. Oui, bien sûr. Non, mais l'état profond, on a bien compris, c'est les entreprises. Enfin, il faut le dire quelque part rapidement, c'est le capitalisme d'État et le capitalisme de connivence. C'est ça. Tout à fait. C'est le même milieu, quoi. C'est le même milieu. C'est le même milieu et qui se sont arrogés le droit, comme si nous étions du bétail ou des esclaves, de nous rééduquer. Mais qui est M. Zuckerberg pour me rééduquer? Qui est-il? Qui est-il?
Je suis souverain. Mais pour que moi je dise, Driss Rali, que je suis souverain, il faut que je sois un honnête homme. Et là, je reconvoque la grande tradition française. L'honnête homme, un type qui lit, qui prend des notes, qui a son carnet, qui lit Wikipédia, qui lit Musk, qui écoute Berkov, qui écoute Léa Salamé et qui fait. Je vois que je suis très œcuménique. Oui, c'est bien. J'aime votre éclictisme, c'est bien, Driss. Et qui écoute même Al Jazeera. Il faut écouter tout. Bien sûr. Voilà, il ne faut pas passer notre vie à excommunier les gens. Il faut parce que le faible est agressif. Le faible, je vais encore me faire plein d'amis. Le faible habite France Inter et excommunie tous les discours qui ne sont pas droits. Donc ça, le type qui est fort, il écoute. Le type qui est fort, il reste sur X. Moi, je salue M. Benjamin Haddad, même s'il pense le contraire de ce que je pense, qui reste sur X. Parce que quand on est fort, on écoute l'autre. Voilà. Donc, apprenez. La force, elle est en chacun. Que chacun, la force, let the force be with you. Que la force soit en vous. Merci, Driss Ghali. Écoutez, lisez ce livre. Il vous ouvrira.